Nous allons parler de quoi au fait? Nous allons parler de la transformation des rédactions. Bonjour Jean-Marie Charon. Bonjour. Alors on est ici pour parler d'un livre Rédaction en invention. À la lecture de ce livre, on pourrait dire qu'il y a déjà des choses qui ont changé, puisque les médias évoluent assez rapidement. Je pensais notamment à l'imprévu. Tu parles de l'imprévu et de son modèle. Et là, on a appris, moi j'étais un peu stupéfait de voir que l'imprévu, l'histoire de l'imprévu en tant que média s'arrêtait. Est-ce que toutes ces choses-là est-ce que ça va trop vite, la mutation des réactions et puis les médias tout simplement? Je pense que je ne sais pas si ça va trop vite, mais je pense que il y a une évolution probablement dans le public concernant notamment un rapport à l'information, on va dire ajouté, sur lequel j'insiste beaucoup dans le livre. Il y a une frange du public qui est concernée par cette information. C'est d'ailleurs, je crois, un élément que je souligne à la fin du livre. C'est-à-dire qu'on a une offre qui a quand même tendance beaucoup à se concentrer sur une frange de la population, en France, mais c'est pareil à l'étranger, à forte pratique culturelle, souvent d'ailleurs assez engagée, à la fois professionnellement, mais aussi engagée, je dirais, dans la société. Et il y a probablement, potentiellement, une compétition, une concurrence extrêmement vive qui s'opère entre différentes offres. Et je pense que l'imprévu a souffert finalement du fait que peut-être par rapport à d'autres offres qu'il y avait au même moment, ils n'étaient peut-être pas suffisamment différenciés, ils étaient peut-être pas suffisamment solides pour aller chercher ce public-là, y compris avec des méthodes, on va dire, de communication, des méthodes de marketing, qui sont, il faut quand même pas l'oublier, c'est pas parce qu'on est dans l'univers du numérique que ces éléments-là ont disparu. Et finalement, eh bien, même s'il y a de bonnes idées, on retrouve hélas, alors c'est en plus les mêmes personnes, c'est ça qui m'attriste beaucoup. Je me demande dans quelle mesure on ne retrouve pas un peu l'expérience d'OVNI, quoi. C'est-à-dire à la fois des gens qui ont tenté des choses ou qui ont tenté de continuer des choses qu'ils avaient déjà expérimentées, mais peut-être d'ailleurs avec les mêmes fragilités, c'est-à-dire une difficulté à penser comment on va chercher le public et comment on réussit finalement à constituer un portefeuille d'abonnés suffisant pour faire vivre une expérience éditoriale. Alors il y a un deuxième média depuis l'écriture de ce bouquin, Jean-Marie, qui est très très menacé, c'est BuzzFeed France. Est-ce que l'arrêt de BuzzFeed France, est-ce que c'est quelque chose que toi tu aurais vu venir ou qui t'a surpris? C'est-à-dire qu'on est, une fois de plus, on est dans un univers dans lequel il y a une forte concurrence. En plus, là, ils sont dans une problématique qui est celle des grands groupes internationaux qui interviennent sur cet univers du numérique. Et les questions de retour sur investissement, les questions aussi, moi ce qui m'a beaucoup frappé dans les commentaires qui ont été faits pour justifier l'arrêt, c'est effectivement un certain nombre de projections sur le marché français et sur ce qu'on peut espérer du marché français. Et il est probable que là, on a la concrétisation de ce que un certain nombre de groupes internationaux, je dirais que c'est le revers de quelque chose que l'on trouve intéressant souvent lorsque l'on analyse les stratégies de Google ou les stratégies des réseaux sociaux ou d'un certain nombre d'investisseurs dans le contenu, c'est que on dit innover, c'est essayer de beaucoup de choses. C'est prendre beaucoup de risques, c'est multiplier finalement les opportunités en termes de possibilités justement de réussite. Mais c'est aussi, et c'est souvent le côté qu'on a moins envie de voir, c'est aussi la capacité de se retirer
dès qu'on a l'impression effectivement que c'est un échec, ou en tout cas insuffisamment prometteur. Il faut quand même se souvenir que ces groupes nord-américains, et c'est quelque chose que culturellement nous on a beaucoup moins dans la communication, c'est qu'ils ont une représentation de ce que doivent être les niveaux de profitabilité, alors pas forcément immédiats, mais dans leur projection, qui est très différente d'une autre. Moi, je me souviens avoir travaillé sur un certain nombre de groupes nord-américains dans les années 80-90, des groupes de presse ou des groupes de communication à l'époque, et ça leur paraissait évident qu'il était intéressant de rester dans ce secteur-là, que parce que les niveaux de rentabilité devaient être au moins 10, 15%, etc. C'est-à-dire, il y avait soit immédiatement, soit en projection. Et on a connu ça. Moi, j'ai eu un échange d'ailleurs sur Twitter avec Cyril Franck, parce que l'arrêt de BuzzFeed, ça me rappelait l'expérience de Cyril à la tête de la rédaction d'AOL France, à l'époque avec une équipe à peu près comparable, je dirais, en effectif, et qui a elle aussi été arrêtée du jour au lendemain parce que manque de visibilité, manque de perspective, quoi. Alors la différence peut-être que moi j'ai perçue par rapport à cette anecdote d'AOL, c'est le côté à la fois politique, buzz, etc. et le fort attachement finalement qui s'est créé autour de cette rédaction de BuzzFeed France, par rapport aussi à je pense à la défense des minorités, etc. Et donc il y a eu finalement une espèce d'identité vraiment assez forte de cette rédaction, aussi due aux différents membres de son équipe rédactionnelle. Chez BuzzFeed aux États-Unis, il y a une personne qui a un gros poste au niveau de la technique, c'est Dao Nguyen, qui était la personne qui travaillait au Monde et qui avait co-créé le Post.fr. Et le Post.fr, j'avais travaillé là-bas, avait un de ses problèmes, c'était le fait de ne pas avoir justement une régie publicitaire dédiée. Et grosso modo, ils ont fait exactement la même erreur chez BuzzFeed France. Est-ce que quelque part, ils n'ont pas appris de leurs erreurs ? Je ne sais pas s'il faut pousser trop loin la comparaison entre Le Monde et BuzzFeed. Je pense que dans l'échec du Post, il y a le fait que Le Monde avait finalement dans l'idée d'accélérer, d'ailleurs c'est un des phénomènes que j'observe un peu dans le livre, cette option qui consiste en matière d'innovation, il y a à la fois des enjeux en termes d'innovation interne, comment s'y prend-on, là on a vu Le Monde avec les décodeurs, etc. Mais il y avait une autre option qui est d'apprendre très vite en faisant appel à une structure qui soit complètement autonome par rapport au journal ou par rapport à l'entreprise. Et donc il y avait cette idée de travailler sur le participatif et de donner carte blanche d'une certaine manière à une équipe, à des cadres, etc., pour complètement investir ce qu'on pouvait imaginer à l'époque en matière de participatif. Le problème, c'est que lorsque Le Monde s'est engagé dans cette voie-là, il n'avait absolument pas évalué ce que pouvait être la dynamique. Et finalement, plus on avançait, et plus la distance, plus l'écart finalement entre ce qu'étaient les étapes que devait franchir Le Monde en termes d'innovation et ce qui se passait au Poste se trouvait éloigné. Et du coup, le fait que Le Monde, à ce moment-là, n'ait pas fait le choix de dédier une vraie régie au Poste, je crois que ça a été plutôt un prétexte, parce qu'en réalité, je crois que c'était la prise de conscience que cette expérience avait très peu de chances d'apporter quelque chose au monde. Elle n'était pas assumée par Le Monde. Voilà, tout à fait. Il n'y avait pas suffisamment, et on voit bien d'ailleurs quand
Ils ont repris finalement le même schéma avec le Huffington Post, mais là avec un raisonnement beaucoup plus maîtrisé, puisqu'ils avaient un partenaire, ils savaient où ils mettaient les pieds, et ils savaient que la distance n'était pas si importante que ça par rapport à un certain nombre d'éléments de stratégie. Alors dans le cas de Huffington, de BuzzFeed, je crains que ce soit quelque chose d'un peu différent qui soit en jeu. Moi, ce qui m'a toujours frappé dans les expériences éditoriales nord-américaines, en tout cas peut-être pas toutes, mais un certain nombre de ces expériences, c'est le fait qu'elles soient à ce point pilotées des États-Unis et d'un lieu aux États-Unis. À une époque fort lointaine, je m'étais intéressé à CNN par exemple et à la manière dont CNN avait évolué dans ses structures, et quand on comparait effectivement un certain nombre d'entreprises internationales en matière de médias et CNN, ce qui était extrêmement frappant, c'était de voir que tout le pilotage en termes de logistique, en termes éditorial et en termes commercial, était complètement, se faisait d'un lieu aux États-Unis qui était le siège de CNN, et avec aucune décentralisation réelle. Et je me demande si c'est pas un peu le même phénomène qu'on retrouve, c'est-à-dire le fait que ces entreprises nord-américaines ont une conception finalement de leur internationalisation qui est extrêmement peu décentralisée et qui donne très peu d'autonomie finalement je dirais aux structures locales. Ça me fait penser aussi d'ailleurs puisqu'on vient de parler du Huffington Post, le Huffington Post dans son partenariat avec Le Monde, il y a incontestablement une délégation éditoriale. Bon, l'équipe qui fait vraiment l'éditorial a, je pense, les coups des franches, mais si on regarde ce qu'il y a sous le capot, toute l'infrastructure technique, tous les outils qui sont développés sont pilotés à partir des États-Unis et à partir du Huffington Post aux États-Unis. Et c'est le deal de départ. Et c'est le deal qui n'a pas été remis en question. Je voudrais lire un petit passage qui est quelque part une anaphore, quelque part à la fin. Ce sont des laboratoires de recherche et d'expérimentation. Un petit peu plus loin, ce sont des laboratoires de narration. Un petit peu plus loin, ce sont des laboratoires en format de traitement. Et un peu plus loin, ce sont des laboratoires de réglage fin dans l'utilisation d'outils marketing. Et enfin, ce sont des laboratoires de la redéfinition constante de la relation au public utilisateur des différents supports. Alors ma question, Marie, est-ce que tu n'es pas un peu trop optimiste ? C'est un programme. C'est un programme. C'est un programme. Je pense que en fait, quand on regarde la manière dont un certain nombre de rédactions évoluent, on va trouver les germes d'un certain nombre de ces éléments. Mais quelque part, dans la conclusion de ce livre, il y a l'idée de mettre, je dirais, en avant cette conception finalement qui n'est pas du tout familière pour les médias. C'est-à-dire que la notion de recherche et développement, c'est quelque chose qu'ils ignorent complètement et dont, d'une certaine manière, ils n'ont pas toujours très bien les moyens. Et c'est quelque chose dans laquelle ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas de savoir-faire. Contrairement alors à leurs concurrents, ou en tout cas leurs partenaires et concurrents, que sont les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, qui eux, au contraire, venant des télécommunications, ont ça au contraire dans leur ADN, ont démarré dans les laboratoires et n'imaginent pas d'ailleurs un développement sans avoir, je dirais, un développement simultané de leur potentiel créatif au niveau de leur laboratoire. Quand on interroge par exemple les équipes de Google, ils commencent à vous parler de centaines, voire de milliers d'ingénieurs dont le rôle est précisément réalimenter l'entreprise en nouvelles hypothèses, nouveaux chemins potentiellement investissables. Et ça, c'est quelque chose qu'ignorent complètement les médias. Alors, en même temps,
Et c'est vrai que c'est là qu'on a un défi. On voit bien que, et c'est peut-être d'ailleurs ce sur quoi butent un certain nombre d'entreprises qui ont créé des labs, c'est-à-dire qu'il est très compliqué de créer des lieux qui seraient simplement des lieux laboratoires. Et donc l'enjeu, c'est pour ça que je dis que c'est un programme, l'enjeu, la perspective pour les directions de rédaction, ça doit être effectivement d'intégrer cette idée qu'ils ont à la fois entre leurs mains, avec eux, dans le mouvement qu'ils impulsent, des gens qui doivent être capables d'innover, d'investir des éléments d'innovation et donc d'être des laboratoires en action et en même temps capables de produire au jour le jour l'information. Moi, il y a une page sur le site du groupe, le New York Times, que j'ai pas retrouvé par exemple sur le site du groupe Le Monde. C'est les investissements du groupe le New York Times dans des startups. On a ça maintenant qui commence par exemple au groupe TF1 qui a investi dans un certain nombre de petites startups techniques, etc. La France disons, n'avait pas cette culture-là. J'ai l'impression malgré tout qu'on commence à voir ce mouvement se mettre en place. Finalement, il y a quelques années, quand on imaginait les incubateurs, on en a toute une série, travaillant avec une multiplicité de secteurs économiques et avec un enjeu qui est très intéressant, effectivement, que les entreprises de presse ou les entreprises de médias ou les start-up d'information trouvent un certain nombre d'interlocuteurs qui vont les aider à aller plus loin, alors que ces gens-là peuvent très bien venir de d'autres domaines. Mais il y avait aussi l'idée que les entreprises de médias pouvaient très bien elles-mêmes penser des structures d'incubation. Alors il y en a certaines comme TF1 que tu viens de citer, je pense aussi à Amaury, qui ont eu cette idée de dire on va créer une structure d'incubation avec quelques startups qui sont dans des univers proches de nous, sans être dans l'éditorial, mais proches de nous et avec des idées qui nous paraissent intéressantes. Et ces startups incubées, on va les aider à être dans de grands incubateurs. Donc ça, c'est une démarche qu'a fait TF1. Mais il y a une deuxième démarche qu'on voit se développer beaucoup aujourd'hui en région. Il y a par exemple l'incubateur Théophraste de Sud-Ouest, on a Offset de Ouest France. Et là, c'est une autre idée, c'est-à-dire de dire, puisqu'on a des locaux disponibles, on a aussi un certain nombre de moyens qu'on peut mettre à disposition, eh bien, on va attirer des startups pour qu'elles puissent se développer et en même temps qu'elles aient un lieu, un marché sur lequel elles puissent tester un certain nombre de leurs innovations. Et là, il me semble que quand je regarde ce qui se passe à Ouest France et ce qui se passe à Sud-Ouest, on voit que précisément c'est une opportunité pour ces entreprises-là de faire des choix, une fois qu'ils ont eu un certain nombre de startups incubées chez eux, eh bien d'en sélectionner un certain nombre et d'accompagner leur développement. Pas forcément d'ailleurs parce que ce développement va être immédiatement réinvestissable en termes d'utilisation pour le journal, mais avec l'idée que quelque part, en tout cas c'est ce que nous disent les gens qui sont chargés de ces incubateurs chez Ouest France comme à Sud-Ouest, mais ça va être une occasion d'être en prise avec un certain nombre d'innovations à la fois technologiques, économiques, etc. Dernière question, Jean-Marie, on en avait déjà parlé tous les deux. C'était ce vœu pieux, enfin jusqu'à présent pieux, du fait que des rédactions, des entreprises de presse françaises puissent travailler ensemble sur des projets. Et alors là, on a enfin un projet qui va arriver, c'est cette histoire de login commun, c'est-à-dire plusieurs entreprises de presse qui vont travailler ensemble et avoir donc un login commun, et donc la personne qui naviguera du Figaro au Monde n'aura pas besoin de se loguer avec deux comptes différents. Qu'est-ce que tu penses de ce type d'initiative? Et du coup, est-ce que ce serait finalement un réveil de ces rédactions françaises, du style, on va pas laisser les GAFA nous dicter ce qu'on a à faire et il est temps qu'on se bouge le popotin? Est-ce que c'est enfin ça? J'ai l'impression effectivement qu'il y a disons que après l'expérience qui a été faite au fil des années de la disproportion
dans les moyens entre effectivement les grands infomédiaires, moi je dis infomédiaires, les grands infomédiaires, réseaux sociaux et moteurs de recherche. Il y a d'abord eu, je dirais, un petit peu de la sidération. Il y a eu un temps probablement pour essayer d'imaginer comment chacun pouvait essayer d'imaginer soit des partenariats, soit des stratégies de distinction, etc. Et je crois qu'on en est au moment où un certain nombre de grands médias se rendent compte qu'il y a un passage inévitable par la mutualisation, effectivement. Alors ça peut être relativement ponctuellement, comme on le voit dans l'éditorial, hein, on le voit dans l'investigation, on le voit dans des choses comme ça, mais ça va être de plus en plus le cas sur le plan, je pense, de la publicité et probablement de plus en plus le cas sur le plan effectivement des moyens technologiques et des savoir-faire. Mais là, ce qui est quand même extrêmement impressionnant, moi je ne vois effectivement que l'explication de la prise de conscience du rapport de force avec les grands opérateurs nord-américains, parce qu'on avait à notre porte en Allemagne depuis fort longtemps des pratiques qui consistaient à ce que ponctuellement les éditeurs se mettent en commun pour avancer sur un certain nombre de nouveaux marchés ou de nouveaux domaines. Et ça date, moi je me souviens avoir travaillé là-dessus à propos de la télématique, à propos du câble, c'était dans les années 80, et c'était, je dirais, l'une des missions, l'une des fonctions du syndicat de la presse quotidienne en Allemagne, que de monter ces opérations coordonnées. Alors pourquoi ils n'ont pas fait ça en France, ces syndicats? Parce que ça existe, les syndicats en France. Oui, mais parce que les syndicats en France ont une toute autre logique, hein, qui est essentiellement d'être des organismes interlocuteurs des pouvoirs publics pour en gros négocier les conditions des aides à la presse, quoi. Mais il n'y a jamais eu, au contraire, je dirais la presse nationale, dès qu'il était question de réfléchir en commun sur des projets, il y a toujours eu, moi je me souviens très bien au début des années 90 avoir fait une étude financée par le syndicat de la presse parisienne et par l'État, et beaucoup par l'État d'ailleurs. Il s'agissait de comparer justement la situation de la presse parisienne par rapport à ses homologues européens, et je me souviens très bien des discussions avec les gens du Monde, avec les gens de Libération à l'époque, qui était un grand quotidien, du Figaro, et lorsqu'on mettait en avant un certain nombre de pistes de mutualisation, ils nous disaient non, mais ça il n'est pas question de mettre ça en commun, c'est chacun pour soi, on est dans un contexte concurrentiel et on n'est absolument pas prêt à développer des outils qui pourraient être au service de tous les autres. Moi j'ai travaillé pendant un petit peu moins de 10 ans à Libération, et Libération et le Figaro avaient un projet qui finalement n'a pas vu le jour, mais il y avait un projet de site qui s'appelait parisavenue.com pour mettre en commun les infos culturelles de la rédaction du Figaro et de celle de Libération. Bon, finalement ça n'a pas fonctionné, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça paraîtrait un petit peu complètement dingue qu'il y ait un site avec ces deux rédactions-là qui écrivent ensemble sur un même média. Là disons que la collaboration, en effet, a l'air plus simple là par rapport à un outil technique où justement il n'y a pas une identité comme cela. Merci beaucoup Jean-Marie. Je crois qu'on va avoir une nouvelle édition de ce bouquin bientôt. Oui, c'est-à-dire qu'en discutant et en renvoyant le livre et en discutant du livre avec la plupart des rédactions avec lesquelles j'ai travaillé pour l'écrire, la plupart m'ont immédiatement dit mais tu sais, sur ce point-là, on a beaucoup avancé. La newsroom de Ouest France que j'ai connue, ou celle du Télégramme que j'ai connue, ou celle de l'Écho à Bruxelles, les uns et les autres me disent mais c'est déjà plus du tout comme ça. On a déjà repensé notre organisation, on a une autre manière d'imaginer notre fonctionnement, on a d'autres objectifs. Donc je pense qu'un livre comme celui-là, je ne sais pas si je tiendrai le défi, mais il a vocation à avoir une édition annuelle.
Très bien. Merci beaucoup Jean-Marie Charon. Je rappelle le titre de ce petit bouquin qui va être facile à lire, mais qu'il faut absolument lire pour avoir une espèce d'état des lieux. C'est Rédaction en invention et c'est sur les mutations des médias d'information par Jean-Marie Charon aux éditions UPPR. Merci beaucoup. Merci à vous et à l'année prochaine.